Super, bravo, bravo les courageux du vendredi matin. Et donc, on a parlé de quoi la dernière fois? L'esprit clair et connaissant. De l'esprit clair et cognitif. Oui, on avait parlé un petit peu de ces définitions. Clair, cognitif, clair, lumière, tout ça. Ouais, ouais, ok. Ouais, ça vous parle? La Ok. différence entre implicite et explicite. Ah aussi, oulala, très bien. Oui, on avait commencé à parler de ça. Ok, donc ça c'est un point très important. Oui, on va voir. C'était juste avant, c'était ici. Ok, oui, oui, tout à fait. Ok, parce que ce qu'il faut garder à l'esprit, il y a une règle d'or flamboyante qui s'illumine sur la voûte céleste. Pour le Sautrantika, tous les impermanents sont les objets apparents des perceptions directes. Et, toujours pour les Sautrantika, tous les permanents sont les objets apparents des consciences conceptuelles. Ouais, je vais répéter. Pour le Sautrantika, c'est une règle d'or. Tous les impermanents sont les objets apparents des perceptions directes. Et tous les permanents. Salut Tian. Bonjour. Je vais répéter juste pour Tian. Merci. Donc, c'est une règle d'or. Pour le Sautrantika, il faut vraiment le garder à l'esprit parce que ça va être la base de tous nos développements par rapport au Sautrantika. Et après, on verra qu'il y a des modifications pour les Prasangika, etc. Mais d'abord, pour le Sautrantika, tous les impermanents sont les objets apparents des perceptions directes. Et tous les permanents sont les objets apparents des consciences conceptuelles. Oui, Sabine? Oui, est-ce que tu peux redéfinir objet apparent et objet d'engagement? Parce que j'ai Exactement, oui, ça c'est très du important. mal. Ça, on en a vu, on les avait un petit peu effleurés dans l'introduction. Donc, l'objet apparent, il y a une définition donnée par Gewa Gendendrup, c'est Chöde Nansam Gegone Riparjawa, ça veut dire ce qui est connu au moyen de la simple apparence de ce phénomène. Ce qui est connu au moyen de la simple apparence de ce phénomène. Ça veut dire que l'objet apparent, c'est l'objet avec lequel la conscience est directement en contact. Ouais, bien sûr qu'on va donner des exemples. Et ensuite, l'objet d'engagement, c'est ce que comprend notre conscience. Ouais, par exemple, Kedukje dit que la définition d'un objet d'engagement d'une cognition valide, c'est Seme Yong Chewe Sheja. Non, qu'est-ce qu'il dit? Ah oui, Seme Jodok Chepe Yul, c'est l'objet vis-à-vis duquel la cognition valide a éliminé les surimpositions. Ouais. Et puis, il donne une autre définition, qui est un petit peu plus longue. Tseme nge sucheba jitawashi do nepeche, le phénomène qui demeure exactement tel qu'il a été explicitement identifié par la cognition valide. Donc, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que l'objet d'engagement d'une conscience, c'est ce que comprend la conscience, c'est ce vers quoi s'oriente la conscience. Par contre, l'objet apparent, c'est l'objet avec lequel elle a un contact immédiat, on pourrait dire. Ouais, par exemple, si on regarde une table, la table pour la perception directe, c'est à la fois l'objet d'engagement, parce que c'est ce vers quoi s'oriente la perception directe, mais c'est aussi l'objet apparent de la perception directe, parce que euh, pour la perception directe, il n'y a pas de média, il n'y a pas de concept. Ouais. Donc il y a un média, entre guillemets, qui est l'aspect, ça veut dire que la table, elle projette un aspect à la conscience, et la conscience directe va appréhender la table qui est son objet apparent. Ça veut dire que c'est comme regarder un objet à travers une vitre. On le voit de manière plus ou moins directe. Ouais. Alors que pour la conscience conceptuelle, si on pense à une table, là c'est très différent. C'est comme si on avait accès à la table au travers d'un reflet dans un miroir. C'est plus à travers une vitre. C'est comme si on y avait accès au travers d'un reflet dans un miroir. Ça veut dire que quand on regarde une table à travers un miroir, l'objet apparent, ça va être le reflet dans le miroir. Et l'objet d'engagement, ça va toujours être la table. Ouais. Ouais, ça vous parle? Mhm. Moyennement. OK. Donc, quand on pense à une table, l'objet apparent de la conscience conceptuelle, c'est le concept de la table, qui n'est pas la table. Ouais. Par contre, l'objet d'engagement, ce vers quoi s'oriente notre conscience, c'est bien la table. Ouais. Donc, pour la conscience conceptuelle, l'objet d'engagement et l'objet apparent sont plus distincts quand on parle d'un impermanent qui sera
appréhendé par cette conscience conceptuelle. Par contre, pour une perception directe, si on circonscrit la table, si on dit la table qui est l'objet d'engagement et la table qui est l'objet apparent d'une perception directe, dans ce cas-là, elles sont équivalentes. Ouais. Waouh. Ok. Et donc, en effet, une table, est-ce qu'elle est permanente ou impermanente? Impermanent. Ok. Et donc, est-ce qu'elle peut être l'objet apparent d'une conscience conceptuelle? L'image, le concept de table. Voilà. Est-ce que la table, qui est un impermanent, peut être l'objet apparent d'une conscience conceptuelle? Non. Oh, non, jamais. Surtout pas, puisque sinon, on serait en train de mettre à mal cette règle d'or qui envoie sous la voûte céleste. Donc, une table est impermanente, elle ne peut surtout pas être l'objet apparent d'une conscience conceptuelle. Elle est nécessairement l'objet apparent. Il y a un écho quelque part. Elle est nécessairement l'objet apparent d'une perception directe. Ouais, il y a un écho quelque part. Je sais pas où c'est. Ok. Très bien, très bien, très bien. Ok, donc ça c'est très important. Donc une fois qu'on a compris ça, une fois qu'on a compris ça, une fois qu'on a compris que les impermanents sont les objets apparents des perceptions directes, les permanents sont les objets apparents des consciences conceptuelles, ça veut dire que maintenant, est-ce que un permanent, un phénomène permanent tel que le non-soi, par exemple, peut être l'objet apparent d'une perception directe? Mais non. Non, parce que, pourquoi Parce est-ce que que c'est c'est pas? permanent. Parce qu'il est permanent, exactement, le non-soi est permanent. On parle du non-soi en général, bien sûr, le non-soi en tant que simple absence de personnes autosuffisantes et substantielles, etc. Le non-soi est totalement permanent et donc il ne peut surtout pas être l'objet apparent d'une perception directe. Ouais, il n'est que l'objet apparent, il n'est l'objet apparent que d'une conscience conceptuelle. Maintenant qu'on a dit ça, ok, là on a parlé que des objets apparents. Mais n'importe quel existant peut aussi être un objet d'engagement, peut être aussi l'objet vers lequel une conscience s'engage. Ça veut dire que une table, est-ce qu'elle peut être l'objet d'engagement d'une conscience conceptuelle? Oui. Oui, exactement. Une conscience conceptuelle peut penser à une table, exactement. Et est-ce qu'une table peut être l'objet d'engagement d'une perception directe? Ben oui. Oui, aussi, exactement. Ça veut dire que c'est beaucoup moins restrictif. Si on ne parle pas des objets apparents, il n'y a plus de besoin de faire cette règle d'or flamboyante sur la voûte céleste. C'est-à-dire que n'importe quel objet, n'importe quel existant peut être aussi bien l'objet d'engagement que d'une conscience conceptuelle que d'une perception directe. Ça, tout va bien. Ouais. Ok, très bien. Maintenant qu'on a dit ça, Maintenant qu'on a dit ça, le non-soi ou n'importe quel phénomène permanent, il peut être l'objet d'engagement d'une perception directe. Tout c'est le cas. Hein. N'importe quel phénomène, qu'il soit permanent ou impermanent, peut être l'objet d'engagement d'une perception directe. Non? Non. Non. Il n'y a que les impermanents. Alors les impermanents sont les objets apparents des perceptions directes, mais là on parle d'un objet d'engagement. C'est plus tout à fait la même chose, ouais. Ouais. Est-ce que, Ça par serait exemple, une imaginons, manipulation de la qui a le vertige? Levez la main. Qui a le vertige? Ok, 1, 2, 3. Moi, ça pourrait arriver, ça dépend. Si j'ai rien à quoi m'agripper. Ah oui, quand on avait été à Feldberg avec Vali, je me souviens. Sur la tour. Même moi, j'avais. Je commençais à avoir les jambes qui flottaient un petit peu. Ok. Donc, pourquoi est-ce qu'on a le vertige? Est-ce que notre conscience directe ne s'engage-t-elle pas vers ce vide, cet espace qu'il y a entre le bas ici et nous qui sommes en haut? Non, on Non? n'a pas le vertige. Non, on n'a pas le vertige parce que on ne touche pas terre. Expérience directe, j'étais para. Et j'ai le vertige. Quand tu es para à 4000 mètres de hauteur, tu n'as pas le vertige. À quoi? À la fin, ça a bloqué. Oui? J'étais parachutiste. Oui. Et quand je sautais à 4000 mètres de hauteur, tu n'as pas le vertige. Bon. Non, il n'y a qu'une marche de toute façon. Alors, non, mais c'est vrai, tu n'as pas le vertige.
Ok. En fait, Tu touches pas j'ai terre. le vertige, mais imagine en avion, qui a le vertige en avion? Alors, j'ai un ami moine ici qui est allemand et qui ne peut pas mettre ne serait-ce que le pied sur une échelle. Et pour Ouais, prendre ça. l'avion, c'est terrible aussi pour lui parce qu'il a le vertige aussi en avion. Donc, il y a certainement des personnes il y a peut-être des Parce exceptions. que j'ai le vertige sur une échelle, Oui. ou même un escabeau d'ailleurs. Mais par contre, en avion, ça va. Oui. Oui, tout à fait, parce que on a certainement quelque chose qui se passe dans le cerveau. Mais en même temps, ça, peut-être une discussion annexe. Oui, on s'éloigne du sujet. Mais pour revenir au sujet Il y a aussi principal, l'exemple de la montgolfière. On n'a pas le vertige dans ces montgolfières, il paraît. Non. ah Ah bon? bon? Il faudra que j'essaye. Il faut un point de référence lié à la Terre pour avoir le vertige. Il faut quoi? Un point de référence lié à la Terre ou au sol Voilà, pour avoir le vertige. exactement. Mais C'est on a changé de sujet là. exactement ça où je voulais en venir. Ça veut dire qu'en effet, la Terre qui est en bas, quand on est dans une tour ou en haut d'un immeuble, etc., que la Terre qui est en bas, c'est l'objet apparent de notre conscience directe. Il est l'objet d'engagement, elle est l'objet d'engagement, mais aussi l'objet apparent de notre conscience directe, notre perception directe. Vous êtes d'accord? Vous voyez en bas. Ok. Très bien. Est-ce que maintenant l'espace qui est entre la Terre en bas, le sol en bas et vous, est-ce que lui peut être l'objet apparent d'une perception directe? Non, parce qu'il est permanent. L'espace est permanent. Donc il peut être l'objet d'engagement. Notre perception directe peut s'engager vers ce vide, vers cet espace, mais l'objet d'engagement, lui, ne sera pas l'objet apparent. Cet espace qui est permanent ne peut pas être l'objet apparent. Donc notre conscience va le réaliser, elle va le comprendre sans qu'il lui apparaisse. C'est ça une réalisation implicite. Non, ça va pas? Ok. C'est la même chose qu'avec l'absence de courrier dans la boîte aux lettres. Ouais. Si on vous demande est-ce que vous avez du courrier ce matin, si vous avez été à la boîte aux lettres et qu'il n'y a pas eu de courrier, est-ce que vous êtes capable de dire non, il n'y avait pas de courrier ce matin? Ou est-ce que vous êtes obligé de dire je ne sais pas? Vous ne pouvez savoir que quand il y a du courrier dans la boîte aux lettres. S'il n'y en a pas, on ne sait pas. Si, on le sait aussi quand il n'y en a pas. Vous êtes d'accord? Ouais. Ok. Ça veut dire que Oui. une simple absence de courrier dans la boîte aux lettres, c'est permanent. Et vu que c'est permanent, ça ne peut pas être l'objet apparent de votre conscience visuelle. Qu'est-ce qui est l'objet apparent? Le fond de la boîte aux lettres. Mhm. Ouais. Donc vous réalisez explicitement le fond de la boîte aux lettres, implicitement vous réalisez l'absence de courrier dans la boîte aux lettres. Vous êtes d'accord? Mhm. Ok. Et bien là, ça va être pareil pour le non-soi. Pour le non-soi, pour les Sootrantika, vu qu'ils ont cette règle d'or qui flamboie sur la voûte céleste, tous les impermanents sont les objets apparents des perceptions directes, tous les permanents sont les objets apparents des consciences conceptuelles. Un Arya qui réalise directement le non-soi, ce non-soi est permanent, et donc ce non-soi ne peut pas apparaître à la conscience qui le réalise. Alors toujours pour les Sautandrika, Oui. c'est différent pour les autres écoles. Enfin, Oui. Shita, ça m'a travaillé. Oui, il paraît que pour les prasangika, un phénomène permanent peut tout à fait apparaître à une perception directe, mais j'ai du mal à voir comment c'est possible. Mais en tout cas, en effet, pour le Sautrantika, vu qu'ils ont cette règle inviolable, seuls les impermanents sont les objets apparents des perceptions directes, et comme le non-soi est permanent, il peut être réalisé au moyen d'une perception directe, yogique, d'un arya, mais il ne pourra jamais lui apparaître. La claire-lumière ne pourrait pas être une perception, une perception apparente? Un objet apparent? La Ouais, claire-lumière, oui, un alors objet apparent. ouais, ça dépend de claire-lumière on parle. Si on parle de la claire-lumière objet, pour les Mahayanistes, ça va être la vacuité. Et si on parle de la claire-lumière sujet, dans ce cas-là, ça va être la conscience qui fait l'expérience de cette claire-lumière. Ouais. Et donc, en tout cas, pour les prasangika, peut-être aussi pour les chittamatras, il faudrait vérifier, mais pour les prasangika, la vacuité apparaît à la réalisation directe de cette vacuité, en effet. Mais ça pose question, ouais, ça pose question. Ok, en tout cas, c'est intéressant. Mais ici, c'était pour vous présenter cette fin de page, ici, à titre d'exemple. Là, Quelle la page, s'il page te plaît, numéro? 76. En bas de la 76. page 76. Ok. Ouais.
À titre d'exemple, la sagesse transcendante de l'absorption méditative, donc Samahita Jnana. En fait, en tibétain, c'est Nyamsha Yeshe, il n'y a pas besoin de mettre des C, en fait, les S suffisent. Ouais. Sinon, on pourrait confondre le Sha avec le Cha, mais ça, c'est pas très grave. Ok, donc cette sagesse de l'absorption méditative qui se concentre en un point sur le non-soi de la personne, Gansak et Dharme, ouais. Ok, Gansak, Zak, c'est avec un Z, c'est pas très grave, connaît le non-soi de la personne, mais ce non-soi ne lui apparaît pas. Ouais. Donc, pour l'absorption méditative d'un arya qui réalise directement le non-soi, cette conscience de l'arya réalise le non-soi de manière directe, non conceptuelle, mais ce non-soi ne peut pas lui apparaître. C'est exactement ce qu'on vient de dire. Ouais. Ouais. Par exemple, vous regardez dans la boîte aux lettres, il y a une absence totale de courrier dans la boîte aux lettres. Cette absence totale de courrier dans la boîte aux lettres est réalisée au moyen d'une perception directe, mais cette absence ne peut pas apparaître puisqu'elle est permanente. Donc la magie de l'esprit, c'est qu'il peut réaliser un objet qui ne lui apparaît pas. C'est magnifique ça. Ouais. Ok, très bien. Donc la raison en est que le non-soi, bon moi je mets le non-soi plutôt que le sans-soi. Le sans-soi c'est trop bizarre. Le non-soi de la personne est un phénomène permanent. C'est un phénomène permanent parce que Parce qu'il n'apparaît pas à la perception directe comme un objet de... Ouais. Parce qu'il ne change pas d'instant. d'instant en instant. Voilà aussi. Ne change pas d'instant. Ok, il s'ensuit qu'une corne de lapin est permanente parce qu'elle n'apparaît pas à une perception directe. Il s'ensuit qu'une corne de lapin est permanente parce qu'elle ne change pas d'instant en instant. Parce que c'est un phénomène qui n'a... Voilà. C'est un phénomène qui n'apparaît pas, qui n'est pas l'objet apparent d'une perception directe. Voilà. Ok. Si c'est un phénomène qui n'est pas l'objet apparent d'une perception directe, c'est nécessairement permanent. J'accepte. Ok. Ah non? Ah, Sabine! Sabine, il va y avoir du fight. Il va y avoir des débats. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme contre-exemple? Si on dit, ok, c'est permanent parce que c'est un phénomène qui n'est pas l'objet apparent d'une perception directe, est-ce que ça pourrait prêter le flanc à des contre-arguments? Sabine, son micro est coupé. Je suis en train de réfléchir. Tu peux répéter, excuse-moi. Ça va trop vite, pardon. Ah, pardon, ok. Tu peux répéter ce que tu viens de dire? Oui. Ok. Donc, en effet, si on dit le non-soi est permanent, donc ça c'est la thèse, et on va donner comme raison parce que c'est un phénomène qui n'est pas l'objet apparent d'une perception directe. Est-ce que ça joue? Est-ce que c'est une raison valide? Phénomène qui n'est pas l'objet. Perception. Non, je dirais que non. Ah, donc ça voudrait dire... Ouais. Je sais pas. Ok. On pourrait trouver des phénomènes qui ne sont pas l'objet apparent d'une perception directe et qui pourraient ne pas être permanents. Des phénomènes qui ne sont pas l'objet apparent d'une perception directe et qui pourraient malgré tout être permanents. Oh, pardon. Ok. Alors, Là, c'est un peu alambiqué. Ouais. Ok. Donc, en fait, on pourrait dire, très bien, vous avez l'habitude de la définition d'un phénomène permanent. Ok. oui, Qui est... un phénomène qui ne change pas d'instant en instant. Oui, exactement. Un phénomène qui ne change pas d'instant en instant. Exactement. Ou une base commune entre phénomène et non instantané. Enfin, ça revient au même. Très bien. Un phénomène qui ne change pas d'instant en instant. Donc, dans ce cas-là, c'est plus facile d'envisager les choses. Ouais. Mais si on garde à l'esprit, en effet, que les permanents sont nécessairement les objets apparents des consciences conceptuelles et les impermanents sont les objets apparents des perceptions directes, il y a une corrélation infaillible entre ces deux ensembles. Ouais. C'est-à-dire que si on dit c'est un phénomène qui n'est pas l'objet apparent d'une perception directe, c'est-à-dire c'est nécessairement un phénomène permanent, non? Ouais. Ok. Mais disons, si on dit c'est un phénomène qui n'est pas l'objet apparent d'une perception directe, eh ben, on parle nécessairement d'un phénomène permanent. Ouais. Ouais. Ok, super. Donc c'est juste pour avoir l'habitude de manier ces ensembles de corrélations. Ouais. C'est que dans les Sutantrika, ça.
Ah oui, oui, là on est Sotrantika à Ah fond, oui, jusqu'aux gencives. chez les Mahayanistes, pas pareil. Alors, ce sera différent pour les mahayanistes, en effet. Ouais. Très bien. D'accord. Mais Je justement, on comprends pas, comprendra. mais je comprends pas, mais c'est pour savoir. Ouais, on Si comprendra. je comprends ce que tu viens de dire, mais c'est Voilà, pour savoir. ça c'est très important. Ça veut dire qu'il faut d'abord comprendre une thèse pour pouvoir la réfuter. Ouais, Ouais, ça c'est c'est très vrai, c'est ce important. que mon maître dit. Ok. Pe- pe- Très Pardon, bien. Oui. personnellement, ça m'aide de comprendre quand je dis un phénomène qui n'apparaît pas d'instant en instant, comme l'espace incomposé ou comme le temps, des choses comme ça, parce que je Oui. visualise mieux. Alors le temps change d'instant en instant, hein. Oui, pardon. Le sujet, le temps. Le temps, le temps est impermanent, ouais. Oui. Ouais. L'impermanence est impermanente. Mm. Oui. Ok. Parce que, ok, donc ça, on aura le temps Oui, de oui. revoir ça pour les débats. Le sujet, pardon. Le sujet, Le le sujet, sujet. le temps. Oui, le sujet, le temps, en effet, il est impermanent, ouais. Permanent. Non, il est impermanent. Oh là, pardon, on oublie. Ouais. Ouais. Par exemple, le temps, si on prend un segment de temps, par exemple, vendredi. Vendredi, c'est du temps. Ouais. C'est un jour, une journée, c'est du temps, ouais. Et donc, il est impermanent. Pourquoi? Parce qu'il vient à sa fin progressivement. Ouais. Et donc, il change d'instant en instant. On a d'abord vendredi à 8h52, puis vendredi à 8h53, etc., etc. Et cetera. Et donc, vendredi vient à son terme progressivement. Ouais. Et donc, ça veut dire qu'il change d'instant en instant. Ouais. Mais dans ce cas, comment peut-il être l'objet apparent d'une perception directe? Alors justement, il est l'objet apparent d'une perception directe tout en étant un phénomène imputé, un existant imputé. Est-ce qu'on en avait parlé ensemble ou pas? Pendant connaître l'esprit? Pas nécessairement. On en avait parlé pendant les débats, au cours de certaines saisons. Ok, on avait vu qu'il y avait, ça c'est quand on parle du soi autosuffisant substantiel, ouais, de la personne qui est réfutée. Donc, que veut dire substantiel, que veut dire imputé, existant substantiel et existant imputé. Un existant substantiel, c'est par exemple la table ou la montre. Ouais. Et l'existant imputé, c'est le temps. Pourquoi? Parce que pour certifier le temps, il faut certifier la montre. La montre est un existant substantiel. La définition donnée par Drepung Ngomang, c'est Rangit Semenyeba, Rangi Ngoro Magyope Chushen, Semenyeba la Tome Gyope Chue. C'est un phénomène dont la certification dépend, par une condition valide, dépend de la certification par une condition valide d'un autre phénomène. Ouais, ça veut dire que pour un phénomène substantiel, ça ne dépend pas. Pour un phénomène imputé, ça dépend. Ouais, un phénomène substantiel, la certification par une condition valide ne dépend pas de la certification par une condition valide d'un autre phénomène que celui-ci. Ouais, la montre, on l'aperçoit comme ça, il n'y a pas besoin de percevoir autre chose que la montre. Par contre, le temps, comme c'est un impermanent qui n'est ni forme ni conscience, pour le certifier, pour le réaliser par une condition valide, il faut passer par ce qui n'est pas le temps, il faut passer par la montre. Ouais. Ce, Malgré tout, le temps reste impermanent. Ouais. ce qui voudrait dire que tous les composés non associés, donc qui sont ni esprit ni forme, sont obligatoirement imputés. Oui, bravo, c'est exactement ça, sont nécessairement des existants imputés. Bravo, c'est tout à fait ça. Waouh! 10 points pour Sabine. C'est magnifique. Exactement, c'est tout à fait ça. C'est super. Ça veut dire qu'en effet, comme on a dit tout à l'heure, on a dit les impermanents, vous avez bien gardé ça à l'esprit, les impermanents sont nécessairement les objets apparents des perceptions directes. Ouais. Mais il y a des impermanents qui ne sont ni forme ni conscience, les composés non associés. Le temps, la personne, des abstractions telles que un repas, une durée, une journée, etc., etc., ouais, sont des impermanents. Et donc, s'ils sont des impermanents, ce sont nécessairement les objets apparents des perceptions directes. Mais le problème, c'est que comme ce n'est pas de la forme, comment est-ce qu'on peut les percevoir? Comment est-ce ils peuvent être les objets apparents des perceptions directes? En apparaissant au moyen d'un autre phénomène. Comme le temps apparaît à travers la montre. Ou comme la personne, c'est un existant imputé aussi. Ouais, la définition d'une personne, c'est un jeu qui est désigné en dépendance de tout ou partie de ses agrégats. Ouais. Et donc, une personne, c'est un impermanent. Mais une personne, ce n'est pas son corps et ce n'est pas son esprit.
Et donc, si ce n'est pas son corps, comment est-ce qu'on fait pour voir une personne? On voit son corps, on entend sa voix. Donc, on passe par autre chose que la personne elle-même. Donc, la personne est un existant imputé, tout en restant impermanente. Elle est l'objet apparent d'une perception directe, mais elle apparaît au travers de son corps, au travers de sa voix, etc., etc. Ouais? Ouais, ça vous parle? Ouais. Waouh, bravo, 10 points pour tout le monde. Bravo, c'est très important. Très important parce que ça nous aide à comprendre que veut dire l'absence de soi autosuffisant et substantiel pour la personne. La personne est dénuée d'existence autosuffisante et substantielle. La personne n'est pas un existant substantiel. Pourquoi? Parce que c'est un existant imputé. Et les deux s'excluent mutuellement, les deux sont contradictoires. Soit on a un existant imputé, soit on a un existant substantiel. Quand on garde le même sens, hein, parce qu'il y a d'autres sens de substance, hein, il y en a développé le sens de substance en philosophie bouddhiste. Mais là, quand on garde cette opposition, c'est pas une opposition, cette contradiction parmi les impermanents, si c'est un impermanent, c'est soit un existant substantiel, soit un existant imputé, dans ce sens précis, comme quoi la certification de ce phénomène soit dépend, soit ne dépend pas de la certification par une condition valide d'un autre phénomène que lui-même. Ouais. Ok. Donc le temps est impermanent, mais c'est un existant imputé. Ouais, parce qu'on a besoin de passer par autre chose que le temps pour le voir. Waouh, ça c'est magnifique. Ça c'est magnifique. Ok, par contre, les permanents, là, les permanents pour les Sautrantika sont simplement imputés par une conscience, par un terme ou une conscience conceptuelle. Les permanents sont simplement imputés par un terme ou une conscience conceptuelle pour les Sautrantika. Ce n'est pas simplement des existants imputés, c'est des simplement imputés, des existants simplement imputés. Simplement imputés, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce sont les objets apparents des consciences conceptuelles. Ça, c'est magnifique. Pour les J'ai permanents. une question. Oui. Par rapport à une carte topographique, par exemple. Une carte topographique, donc j'ai une carte topographique devant moi, donc j'imagine le paysage. Donc dans ce cas-là, c'est amputé. Mais en fait, ça se réfère à quelque chose de réel. Oui, Et, exactement. et donc, du coup, au moment où moi je l'imagine, c'est donc amputé. Mais au moment où je suis dans le paysage et je me balade avec la carte, dans ce cas-là, ça devient quoi? Parce que du coup, une fois c'est amputé, ça devient plus amputé, ça devient réel. Alors, ce qu'il faut voir, c'est que quand on imagine le paysage grâce à la carte, dans ce cas-là, l'imagination elle-même, le concept, lui, est simplement imputé parce qu'il est Oui, permanent, voilà, c'est ça. il est temporairement permanent. Ouais, donc ça veut dire que le concept lui-même, c'est l'objet apparent de ta conscience conceptuelle. Et qu'est-ce que sera l'objet d'engagement? Ce sera le paysage lui-même. Donc le paysage, il est impermanent, mais il peut très bien être l'objet d'engagement. On pourra parler en fait pour une conscience conceptuelle, l'objet d'engagement, c'est l'objet conçu. C'est pareil. En fait, c'est tout simplement pareil. Donc l'objet d'engagement ou l'objet conçu de ta conscience conceptuelle, c'est le paysage qui est impermanent, mais l'objet apparent, c'est un phénomène permanent. C'est le concept du paysage. Okay. Ouais. Et ce concept, c'est un phénomène simplement imputé parce qu'il est permanent. Ouais. Donc ça, c'est très important. Quand parce... on dit simple. Ouais. Pardon. Ouais. Je t'ai coupé la parole du coup. Non, c'est pas grave. Mais quand on dit simplement amputé, c'est par opposition à amputé en dépendance de, c'est ça? On pourrait en effet de toute façon dire que... Alors, ça dépend. Ça dépend... Ok. Quand on dit une simple imputation, ça peut renvoyer à un non-existant. Par exemple, une corne de lapin est une simple imputation. Ça veut dire qu'à part le concept, il n'y a rien dans la réalité. Ouais. Mais ce concept, en effet, d'une certaine manière, il dépend. Parce qu'on a déjà vu des lapins, on a déjà vu des cornes. Et donc, en dépendance des lapins et en dépendance des cornes, on va imputer corne de lapin. Ouais, donc de cette manière-là, on peut dire que c'est en effet en dépendance de quelque chose. Ouais. Et quand c'est les phénomènes permanents, en effet, pour les phénomènes permanents, ça va être similaire. Ça veut dire qu'on va imputer l'isolat de la table en dépendance de la table. Ouais, où on va imputer des phénomènes permanents par rapport à la table, le fait que cette table ne soit pas une chaise, le fait que cette table ne soit pas une personne, etc. Donc ça, c'est des phénomènes permanents. L'absence le fait que la table soit une non-chaise, une non-personne, etc. Ça, c'est permanent. Et c'est en dépendance de la table. Donc n'importe quelle imputation, n'importe quelle conceptualisation doit être faite en dépendance de quelque chose qui est l'objet d'une perception directe, non?
Oui, mais du coup, quelle différence on fait entre un phénomène simplement imputé et un phénomène impermanent imputé? Oui, donc ça veut dire qu'un phénomène simplement imputé, pour les Sautrantika, c'est un peu la définition d'un phénomène généralement caractérisé. Ouais, un Samanya Lakshana. Un phénomène généralement caractérisé, c'est juste un synonyme de phénomène permanent. Ouais. D'accord. Et la définition qui est donnée, c'est Tadok itaba yingi ransen do majupetue. Donc c'est un phénomène qui est, bien qu'il soit simplement imputé par un terme ou une conscience conceptuelle, n'est pas établi comme étant un phénomène spécifiquement caractérisé. Donc ça veut dire simplement que, ok, c'est pas un phénomène spécifiquement caractérisé, c'est pas un impermanent, donc ça on l'a bien compris, mais il est en effet simplement imputé au travers d'un terme ou une conscience conceptuelle simplement imputée. Un existant simplement imputé, ça revient à dire un phénomène permanent pour les Sautrantika. D'accord. Même dans la définition donnée par Kedubje, c'est le même principe, ouais. Topetatsam ki chusujupao, un phénomène qui est établi comme étant simplement imputé par une conscience conceptuelle et qui n'a pas de nature non commune, etc., etc. Ouais, donc il y a une définition un peu plus longue, mais le sens est le même. C'est-à-dire que les phénomènes permanents sont des existants simplement imputés, alors que les existants imputés, les existants imputés, en général, les existants imputés et existants substantiels sont des divisions des impermanents. Ouais, ça veut dire que les existants substantiels, bah, leur certification par une condition valide ne dépend pas de la certification par une condition valide d'un autre phénomène qu'eux. Par contre, les existants imputés, qui sont impermanents, ont besoin, pour être certifiés par une condition valide, de la certification par une condition valide d'un phénomène autre qu'eux. Ouais, par exemple, le corps pour la personne, la montre pour le temps, etc., etc. D'accord. Ok. Donc ça, on y reviendra parce que c'est très important. Très, très Ok. important. Ça nous aide à comprendre que veut dire le non-soi autosuffisant et substantiel. Parce que même les Prasangika, ensuite, vont réfuter le soi autosuffisant et substantiel. Et donc, pour réfuter un soi autosuffisant et substantiel, il faut comprendre ce qu'est l'objet de négation, autosuffisant et substantiel. Ouais. Et donc, substantiel, dans ce cas-là, ça voudrait dire que la personne pourrait être appréhendée sans dépendre du corps, sans dépendre de son esprit, etc. Et ça, c'est pas possible. On a l'impression que c'est le cas. On a l'impression qu'une personne est appréhensible ou appréhensible de manière autosuffisante. Ça veut dire qu'on voit une personne comme si on n'avait même pas besoin du corps, comme si on n'avait même pas besoin de la voix pour certifier la personne. Alors que c'est nécessaire qu'on en ait besoin, puisque la personne n'a pas de forme. Pardon, la personne n'est pas une forme. Elle a un corps, elle a un esprit, mais elle n'est pas son corps et elle n'est pas son esprit. Ouais. Ok, donc ça méritera une classe entière. Ouais. Mais en tout cas, ce qu'il faut essayer de voir, c'est que là, c'est un sens précis de existant imputé, existant substantiel, parce que si on parle d'existant substantiel comme étant équivalent à impermanent, dans ce cas-là, existant imputé, ça va renvoyer à existant simplement imputé, ça va renvoyer au permanent. Ouais, ok. Donc dans ce cas-là, ce sera différent. Ça veut dire qu'une personne, selon un sens ou un autre sens d'existence substantielle, la personne, vu qu'elle est impermanente, c'est un existant substantiel, et vu qu'elle est appréhensible au travers d'un phénomène autre qu'elle, c'est un existant substantiel, mais c'est aussi un existant imputé. Mais ce n'est pas un existant simplement imputé, parce qu'elle est impermanente. Ok, donc là, ne vous inquiétez pas. Ça va juste très vite, mais on y reviendra. C'est juste pour voir qu'il y a vraiment des subtilités en philo. Et le Sautrantika nous aide ensuite à comprendre le Prasangika, parce que le Prasangika, pour réfuter l'existence inhérente, il faut d'abord commencer par réfuter l'existence autosuffisante et substantielle, et donc comprendre ce que veut dire existence substantielle. Ouais, ok, donc ça, on prendra le temps de le faire. Très bien, très bien, très bien. Ok. Waouh! Donc la raison en est que le non-soi de la personne est un phénomène permanent. Ouais, on est en haut de la page 77. Et par là même uniquement l'objet apparaissant ou apparent d'une cognition conceptuelle. Ouais. Tandis que la sagesse de l'absorption méditative, qui est concentrée en un point sur le non-soi de la personne, est une perception directe. Ouais, une perception yogique. Une perception directe yogique, est-ce que c'est nécessairement une perception directe? Oui, dit Sabine, oui, dit Michel, oui, bravo. Est-ce qu'une perception directe yogique est nécessairement une perception directe? Bah oui, c'est marqué dessus.
Mais attention, des fois c'est marqué dessus, mais comme dit Perceval dans Camelot, ça ne veut pas toujours dire ce que ça veut dire. Ok, très bien. Très bien. Donc dans le Sautrantika, objet apparent d'une perception directe et chose impermanente ont le même recouvrement, donc sont équivalents. Ouais. Objet apparent d'une perception directe ou objet apparaissant ici. Objet apparent d'une perception directe et impermanent sont équivalents. Ainsi que objet apparent de la pensée ou objet apparent d'une conscience conceptuelle et phénomène permanent sont équivalents. Ouais, c'est ce qu'on vient de rappeler, c'est cette fameuse règle d'or. Ça, il faut vraiment la souligner en vert fluo avec des petits points roses. Pour cette raison, un phénomène permanent tel que le non-soi de la personne ne saurait apparaître à une perception directe. Même en anglais, appear, il y a un italique. Ouais. Ne saurait apparaître à une perception directe comme cette sagesse de l'absorption méditative, bien qu'il puisse être connu par elle, connu U, sans E à la fin, ouais, c'est masculin. Ok, donc le non-soi de la personne ne peut pas apparaître à une réalisation yogique de ce non-soi. Mais ce non-soi de la personne est connu par ce non-soi, par cette perception yogique, et réalisé par cette perception yogique. Exactement comme l'absence de courrier dans la boîte aux lettres. C'est une réalisation directe, vous ne faites pas d'inférence en vous disant, tiens, il n'y a pas de courrier dans la boîte aux lettres parce que je n'ai pas vu le facteur arriver, de toute façon, on ne le voit jamais arriver. Enfin, nous, ici, à Nalanda, c'est assez rare. D'autant que c'est une factrice. Et donc, on se dit pas, tiens, il n'y a pas de courrier dans la boîte aux lettres parce que j'ai pas vu la voiture jaune passer, etc., etc. On ne fait pas d'inférence. On regarde, on ouvre, on regarde, tiens, il n'y a pas de courrier dans la boîte aux lettres. C'est une réalisation directe. Ouais. Sauf que l'absence de courrier dans la boîte aux lettres n'apparaît pas à la conscience qui le réalise, qui la réalise. Ouais. Qu'est-ce qui apparaît? Le fond de la boîte aux lettres. Ouais. Ça vous parle? Ouais, et ben c'est pareil pour le non-soi. Qu'est-ce qui est explicitement réalisé par l'Arya qui réalise son non-soi? Ces agrégats. Ces agrégats sont impermanents. Des agrégats sont nécessairement impermanents. Ouais, c'est même dans un texte d'Arya Nagarjuna, il dit en gros, quand on parle des phénomènes, donc les phénomènes impermanents, on parle des agrégats. Ouais, donc les agrégats sont nécessairement tous impermanents. Et donc sont nécessairement l'objet apparent de la réalisation yogique. Ouais. Et donc la réalisation yogique réalise explicitement les agrégats et implicitement réalise l'absence de soi autosuffisant et substantiel dans ces agrégats. Comme le courrier, l'absence de courrier et la boîte aux lettres. Ouais? Ouais, ça vous parle? Oui. Là, Oui. quand on parle de réalisation, on parle tous d'objets d'apparent. Alors une réalisation, elle peut, en fait, c'est surtout du point de vue de l'objet d'engagement. Que réalise cette conscience vers quel objet s'engage-t-elle? Par Donc, exemple, le non-soi, oui. c'est... Oui. Si le non-soi, c'est l'objet d'engagement de la conscience directe et aussi conceptuelle. Alors ça peut être aussi, par exemple, si on fait une inférence, parce qu'on commence toujours par une inférence pour le non-soi. Ouais, vu que ce n'est pas un phénomène directement évident, ce n'est pas un phénomène manifeste, c'est un phénomène caché, on peut y avoir accès au début que par une inférence. Donc on se dit, je suis dénué de soi autosuffisant et substantiel parce que je suis impermanent, d'accord, mais pour me certifier, une cognition valide doit certifier autre chose que moi-même, et donc je ne suis pas un existant substantiel, je suis un existant imputé. Ouais, donc je suis dénué d'existence autosuffisante et substantielle. Et donc on raisonne comme ça. Et donc notre non-soi, notre absence de soi autosuffisant substantiel est bien l'objet d'engagement d'une inférence, d'une conscience conceptuelle. Donc ici, comme c'est une perception directe, donc on ne peut pas parler de l'objet, le non-soi comme objet d'apparent. Oui, exactement, parce qu'il est permanent. Ok. Et comme il est permanent, il ne peut surtout pas être l'objet apparent d'une perception directe. Donc il ne peut être connu que de manière implicite. C'est ça que ça veut dire. Une réalisation implicite, ça veut dire la réalisation d'un objet qui n'apparaît pas à la conscience. C'est ça une réalisation implicite. En fait, ce que j'ai un peu du mal, c'est quand on parle de
réalisation explicite et implicite. Oui. Donc, on réalise un objet d'engagement ou un objet apparent. C'est ça qui est un peu Alors en fait, dans en ma tête. général, quand on parle d'une réalisation, c'est surtout du point de vue de l'objet d'engagement. Parce que Ok. objet d'engagement égale objet de compréhension. Ok. Ouais. Mhm. C'est ça qu'il faut voir, c'est que quand on dit objet d'engagement, c'est juyul en tibétain, et c'est aussi shelja, ou oui, objet de compréhension. Ça peut être aussi objet du mode d'appréhension, etc., etc. Donc ça, tout ça, c'est équivalent. Ça veut dire que c'est ce qui est censé être compris par notre conscience. Et donc comprendre et réaliser, c'est équivalent. Ouais. Et donc on parle surtout de cet objet-là. On ne se préoccupe pas autant de l'objet apparent. Ouais, parce que par exemple, quand on a une inférence, on fait euh, une inférence ok, qui réalise soit le non-soi ou qui réalise l'impermanence, etc. Cette inférence, c'est conceptuel. On est d'accord? Ouais. Et donc, quand on réalise l'objet de cette inférence, on ne se préoccupe pas de l'objet apparent, parce que l'objet apparent d'une inférence, c'est quoi? C'est nécessairement un concept. Ouais. Et donc, quand on pense le son est impermanent car il est produit, etc., notre conscience inférentielle réalise l'impermanence du son, qui est impermanente. Ouais. Donc, ça, c'est un phénomène impermanent, c'est l'objet d'engagement de notre inférence, mais notre inférence ne se pose pas du tout la question de l'objet apparent. Est-ce que mon concept serait impermanent ou pas? On ne se préoccupe pas de l'objet apparent. Ouais. Mais c'est pareil pour le reflet dans le miroir. Ouais, quand on se brosse les dents le matin devant le miroir, ou quand on se rase, ou quand on, je ne sais quoi, devant le miroir, on ne se préoccupe pas du tout du reflet dans le miroir. On se préoccupe de ce qui apparaît dans le miroir, ouais, de ce qui est l'objet d'engagement, en fait, d'une certaine manière, de ce que comprend notre conscience, pas de ce qui apparaît ici dans le miroir à notre conscience. Ouais. Donc l'objet apparent est important, bien sûr, c'est surtout pour les perceptions directes, etc. Après, on verra pour les consciences conceptuelles ce que veut dire l'objet apparent, etc. Pour la généralité de sens, on verra beaucoup de développement par rapport à ça. Mais ce qu'il faut voir, c'est que quand on parle de réalisation, on se préoccupe surtout de l'objet d'engagement, pas de l'objet apparent. On se préoccupe de l'objet de compréhension. Ouais. Et dans ce cas-là, quand la perception directe, ici, la perception directe réalise, comment on dit, c'est une perception directe. Donc Oui. les agrégats peut être un objet d'engagement et aussi d'objet d'apparent. Alors, en effet, pour une perception directe, par exemple, une perception directe d'un arya qui va réaliser l'impermanence subtile des agrégats, les agrégats, autant que leur impermanence, vont apparaître à cette réalisation yogique. Tout à fait. Et dans ce cas-là, il y a deux objets d'engagement. Il y a des agrégats et aussi le non-soi. En fait, on ne parle pas du non-soi, on parle de l'impermanence. Tu parlais de l'impermanence. Oui, mais comme là, on parle de non-soi qui est réalisé implicitement. Ce que je veux Oui. dire, Ok, donc dans ce cas-là, c'est comment pas on la même peut... chose. Dans ce cas-là, c'est pas la même chose. Ça veut dire que l'arya qui va réaliser le non-soi par une réalisation yogique directe, le non-soi sera l'objet d'engagement, mais pas les agrégats. Les agrégats seront l'objet apparent. Et donc, en dépendance de comme la boîte aux lettres, les agrégats vont être le fond de la boîte aux lettres, et le non-soi, ça va être comme l'absence de courrier dans la boîte aux lettres. Et pour une perception directe, l'objet apparent et l'objet d'engagement, ça doit être pareil, non? Ah non, pas nécessairement. Ok. Donc, par exemple, ici, dans ce cas très précis d'une réalisation d'un phénomène permanent par une perception directe, le phénomène permanent ne peut nécessairement pas être l'objet apparent, et pourtant, c'est l'objet d'engagement. Donc, de ce point de vue-là, le contraste est très marqué. Quand on parle d'une réalisation directe d'un phénomène permanent, le phénomène permanent, selon cette règle d'or, ne peut nécessairement pas être l'objet apparent d'une perception directe. Et pourtant, c'est son objet d'engagement, c'est ce que comprend cette perception directe, non? Oui, en fait, ce que j'ai du mal à voir, c'est tout à l'heure, on avait dit que pour une perception directe, l'objet direct et l'objet d'engagement peut être le même. Alors, j'avais spécifié la table, ouais, la Ouais. table qui est l'objet d'engagement et la table qui est l'objet apparent d'une perception directe sont équivalentes. Pourquoi? Parce qu'on circonscrit la table et c'est un impermanent. Un impermanent peut tout à fait être l'objet d'engagement comme l'objet apparent d'une perception directe, ouais. Et donc ici, on dit la table, on ne dit pas
on ne dit pas l'objet d'engagement et l'objet apparent d'une perception directe sont équivalents parce que ce n'est pas vrai dans beaucoup de cas. Ouais, par exemple, ici, la table, est-ce qu'elle est impermanente? Mhm. Ouais. Son impermanence subtile, est-ce que ma conscience visuelle peut la réaliser? Non. Non. Et donc, l'impermanence subtile de la table n'est surtout pas l'objet d'engagement de ma conscience visuelle. Mhm. Ouais. Par contre, c'est l'objet apparent de ma conscience visuelle, parce que ça apparaît, c'est une même substance simultanée avec la table, et donc ça apparaît nécessairement à ma conscience visuelle, mais c'est une cognition inattentive. Ma conscience visuelle ne réalise pas l'impermanence subtile de la table. Donc la table et son impermanence, tout ça, c'est un packaging qui est l'objet apparent de ma conscience visuelle, mais que réalise ma conscience visuelle? Uniquement la table. Mhm. Ouais. Donc c'est pourquoi ici, si on dit simplement objet d'engagement et objet apparent d'une perception directe, il y a quand même une différence. L'objet apparent est plus riche que l'objet d'engagement. Par contre, si on circonscrit la table, on met de côté son impermanence. On dit la table qui est l'objet d'engagement, la table qui est l'objet apparent de la perception directe, là, elles sont équivalentes. Ouais, parce qu'on met de côté l'impermanence, la production, etc., des choses qui ne sont pas réalisées par la perception directe, ouais, visuelle. Waouh, bravo! Et là, on voit à quel point c'est très, très profond, ouais, le Sautrantika déjà. Ouais, ouais. Ça, c'est très, très profond. Et donc, bien sûr que depuis les siècles des Lumières en Occident, ils se sont posés les mêmes questions. Ouais. Ils se sont un peu intéressés à ce qu'était la perception, la physique, etc. Ils se sont posés les mêmes questions, en fait, hein. Et en Inde, bien sûr, ça faisait longtemps que les questions se posaient comme ça. Et les Sautrantika arrivent à fonder un système à peu près cohérent qui va ensuite être perfectionné ou sophistiqué par les écoles plus subtiles. Mais déjà, rien que ça, c'est déjà énorme. De comprendre ça, si vous comprenez ça, une réalisation implicite, c'est une réalisation d'un objet qui ne lui apparaît pas. Rien que ça, c'est déjà énorme. Il y a énormément de bouddhistes qui ne savent même pas le tiers de ce que vous avez appris aujourd'hui. Donc ça, c'est très très important de comprendre. C'est ce que dit Sasante Dalai Lama. Il dit, nous sommes des bouddhistes du 21e siècle, et donc nous sommes censés connaître notre tradition. Ouais, pas simplement être fondés sur la foi, etc. Oui, le Bouddha a dit ci, etc. Mais vraiment remettre en question. Comment est-ce qu'on sait qu'on sait? Comment est-ce qu'on peut utiliser l'auric pour transformer notre esprit? Ouais, pour savoir, ok, est-ce que je suis à côté de la plaque ou est-ce que je suis plutôt en accord avec la réalité? Parce que souvent, on est à côté de la plaque dans la réalité. Quand on regarde, par exemple, il suffit de vivre dans une communauté pour, pour avoir des exemples concrets que bien des fois, les choses sont fondées sur des malentendus. Les gens ne se connaissent pas les uns les autres, vivent ensemble sans se connaître les uns les autres ou en étant persuadé que l'image qu'on a de quelqu'un, c'est cette personne-là, etc. On confond le concept qu'on a d'une personne ou l'image qu'on a d'une personne avec cette personne, ce qui n'a rien à voir. Et donc, étudier l'auric nous aide à prendre un peu de distance par rapport à la perception qu'on a sur les choses et de se dire, oh là là, attends, calme les chevaux, est-ce que je dois nécessairement croire à ce que je pense? Et donc ça, c'est très très important du point de vue didactique, du point de vue de la progression spirituelle, d'utiliser l'auric aussi pour ça. Ouais, ouais, ça vous parle? Oui, 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 mais tu as décidé de nous mettre la tête à l'envers ce matin. Et c'est pas fini, il y a 20h30, tu vas voir, ça va être encore pire. Tu vas voir à quel point c'est relatif. C'est un spécial parachutiste ce matin. Ok, donc ça, c'est important de voir que si vous gardez les points essentiels, les impermanents sont les objets apparents des perceptions directes. Les permanents sont les objets apparents des consciences conceptuelles. Bien sûr qu'après, on va décrypter ce que veut dire perception directe, on va décrypter ce que veut dire conscience conceptuelle. Ne vous inquiétez pas, je sais que vous avez hâte. Et une fois qu'on a fait ça, il faut comprendre ce que veut dire objet d'engagement, objet apparent. Ouais. Une fois qu'on a fait ça, il faut comprendre ce que veut dire réalisation implicite et réalisation explicite. Et si on a compris ces trois trucs, ne serait-ce que ces trois ensembles de trucs, là, déjà, on est prêt pour bien comprendre la suite. La suite, ça va être du marshmallow à côté. Vegan, bien sûr. Ok. Ok, est-ce que ça vous parle jusqu'à maintenant? Ouais? Ok, surtout, n'hésitez surtout pas, on est là vraiment pour creuser les choses. Vous avez remarqué qu'on n'avance pas vite par rapport
à d'autres saisons où on étudiait d'autres bouquins, où là, ça allait un peu plus vite. Là, on prend vraiment notre temps justement pour décrypter les choses parce qu'on a le temps. C'est pas parce on est un groupe de relecteurs pour les éditions Mariana qu'on doit speeder à tout prix et terminer la publication pour dans un an ou je ne sais quoi. On a vraiment le temps. Ouais. Donc, il faut surtout pas hésiter à remettre en question, etc. et essayer de creuser le sujet. Ouais. Ok. Très bien. Ok. Donc là, on est vers la dernière phrase de ce grand passage, page 77. Donc celle-ci, donc cette réalisation directe du non-soi, celle-ci connaît explicitement, donc vastutam en sanskrit, ça devrait plutôt être un accusatif adverbial. Là, c'est vastuta en sanskrit, dans le texte en anglais, c'est plutôt le nominatif, mais c'est pas très grave. Donc mesu en tibétain, mesu. Celle-ci, cette perception directe, connaît explicitement les 5 agrégats. Donc ça veut dire que les 5 agrégats lui apparaissent, ouais, qui sont vides d'un soi de la personne. Et donc, cette réalisation yogique connaît, par la force de cette cognition explicite, le non-soi de la personne, mais le connaît de manière implicite. Samartyat. Ouais, exactement. Là, c'est un ablatif adverbial. OK. Donc, ici, c'est important de voir que c'est le résumé de ce qu'on vient de voir. Vous réalisez explicitement le fond de la boîte aux lettres et implicitement, vous réalisez l'absence de courrier dans la boîte aux lettres. Pour le non-soi réalisé par un yogi, un arya, ce non-soi, donc réalisé de manière directe, les agrégats apparaissent, sont l'objet apparent, donc sont réalisés explicitement, et le non-soi de la personne est réalisé implicitement. Mais reste une réalisation au moyen d'une perception directe. Ouais. Et donc, on verra par la suite que Lati Rinpoche donne une légère différence. Il dit qu'il y a de nombreux Gelugpa qui vont dire Ngonsung Dutto Parjawa. Ouais, ils vont dire que le non-soi va être réalisé par une réalisation directe. Ouais. Et d'autres vont dire Ngonsung Gi avec un instrumental. Ils vont dire le non-soi va être réalisé au moyen d'une réalisation directe. C'est-à-dire qu'au moyen de la réalisation directe explicite d'un impermanent. Ouais. Donc c'est juste des petits détails qui font que ça prête moins le flanc à des débats. S'ils disent on réalise le non-soi implicitement, on le réalise au moyen d'une réalisation directe, explicite des agrégats. Ouais, c'est un peu comme ça qu'ils vont décrire les choses. Ok, et ensuite maintenant on arrive dans le sujet par rapport aux cognitions. Donc ici, conscience, en tibétain c'est lo ripa sheva dunchik, en tibétain dans le texte original. Et donc, il y a l'entendement. Ouais, quand on dit l'eau en tibétain, l'eau, buddhi en sanskrit, ça peut être l'entendement. Ouais, parce qu'on est obligé de trouver en français des termes différents, parce que c'est très pauvre en français. Pour les Tibétains et les Indiens, il y a plus de mots pour décrire tous ces événements mentaux. Ouais, donc nous, on est obligé de chercher, de trouver des trucs qui ne sont pas toujours adéquats, mais l'entendement, la connaissance, entre guillemets, et la cognition sont équivalents. Lo, Ripa, Sheva en tibétain. Ouais, Buddhi, Samvedana et Jnana en sanskrit. Ouais, ces trois sont équivalents. Ouais. Ok, donc quand on parle ici, je préfère entendement que conscience parce que conscience, ça peut renvoyer aux consciences principales uniquement. Alors que la cognition, ça renvoie non seulement aux consciences principales, mais aussi aux facteurs mentaux. La cognition, c'est l'événement cognitif le plus vaste. Ouais, ça veut dire que quand on dit Rigpa en tibétain, pas dans le contexte du Dzogchen, hein, c'est autre chose, mais ici, dans le contexte de l'épistémologie, Rigpa, c'est Samvedana. Samvedana, ça veut dire la cognition. Ouais. Alors que Rigpa dans le Dzogchen, ça va être Vidya, par exemple, ouais, en sanskrit. Donc c'est autre chose, ouais, c'est pas le même. Parfois c'est des mots différents en sanskrit, parfois c'est les mêmes mots en tibétain, etc., etc. Donc il faut pas trop se laisser dérouter par les termes. Il faut surtout bien comprendre de quoi il s'agit. Ouais, quand on parle de la cognition en tibétain, Sheva ou Rigpa, ça renvoie à tout ce qui relève des impermanents qui ne sont pas de la matière et qui ne sont pas des composés non associés. Ouais, donc vous savez qu'il y a trois classes d'impermanents. Il y a matière, cognition ou conscience et composés non associés. Et donc ça veut dire que si vous éliminez les composés non associés, vous éliminez la matière, il vous reste quoi? Tout ce qui relève de l'événement cognitif. C'est de ça qu'il s'agit ici. Ouais? Ok. Ouais, ça vous parle? Ok, bravo.
Ensuite, il existe 3 sortes de division de l'auric, en 7, en 3 et en 2. Waouh! Donc, on va s'attaquer directement à la division septuple. La division septuple consiste en perception directe, inférence, cognition subséquente, supposition correcte, cognition inattentive, doute et cognition fausse. Oh là là, vous les connaissez par cœur déjà? Ok, très bien. Donc là, en bas de la page, il y avait juste une petite note par rapport à Pudgala, l'individualité, etc. Bon, ça, c'est pas très OK. Très bien. Et là, on va passer directement en perception directe. Il nous reste 4 minutes pour le faire. Donc la définition d'une perception directe, c'est Torpa Danjeshi Machuerikpa en tibétain. Donc c'est une cognition libre de conceptualisation et non erronée. Ok. Parce que à l'origine, quand Acharya Dignaga a essayé de décrire la perception directe, il a simplement dit Torpa Danje Mosumo. Il a dit la perception directe, c'est libre de conceptualisation. Torpa Dangel. Torgel, ça veut dire libre de conceptualisation. Ok. Ah, j'ai besoin de charger, de brancher le truc. Bon, quoique, on en a pour 3 minutes, mais je voudrais pas que ça coupe. Ok. On ne sait jamais. La technique, j'arrive. Voilà. Et donc, Acharya Dignaga disait Torgel, Torpa Dangel, Ngosumo, ouais, dans le Pramana Samuchchaya, dans le compendium de cognition valide, la perception directe est libre de conceptualisation. Mais vous savez qu'il y a des consciences qui sont libres de conceptualisation et qui sont malgré tout erronées. Par exemple, la perception directe du mirage. exactement. Par exemple, une conscience visuelle qui appréhende un mirage. Ouais, c'est erroné si on croit à ce qu'on voit. Ouais, si on se dit, tiens, il y a certainement à boire là-bas, on arrive là-bas, on est déçu. Il n'y a pas à boire, il n'y a qu'une terre sèche. Ok. Et donc, c'est pourquoi Acharya Dharmakirti, quand il vient commenter les textes d'Acharya Dignaga, en particulier dans le Pramanavartika, il rajoute non erroné, Machua, ouais, Abranta, ouais, ça c'est très important, non erroné, parce que une perception directe, on doit s'y fier, c'est notre appui dans la réalité. Ouais, on doit se fier à une perception directe. Si on ne peut même pas se fier à une perception directe, à quoi allons-nous se fier? Nous fier? Ok. Et donc, c'est pourquoi Acharya Dharmakirti dit une perception directe, oui, est libre de conceptualisation, mais elle doit aussi être non erronée. Ouais. Ça veut dire que la conscience visuelle, la perception visuelle d'un mirage, on ne peut même pas la qualifier de perception directe. Ce sera une cognition fausse, non conceptuelle. Ouais. Ce sera totalement à côté de la plaque. Et donc, c'est pourquoi on ne peut pas l'appeler une perception directe. Une perception directe, ça doit être une conscience ultime. Ouais, une perception directe, c'est une conscience ultime parce qu'elle doit être non erronée. Elle doit être en accord avec la réalité. Ouais. Et ça, c'est très, très important pour la suite, pour le prasangika en particulier. On verra que pour les prasangika, nos consciences, telles qu'on les avait apprises chez les Sautrantika, nos perceptions directes sont loin d'être non erronées. Elles sont toutes erronées. Ouais. Pour certaines raisons. Les Chitamatra ont d'autres raisons, etc., etc. Ok, donc on verra tout ça. Mais d'abord, il faut bien comprendre ce que veut dire une perception directe, une cognition libre de conceptualisation et non erronée. Donc ça, c'est très important. Et on essaiera de creuser le sujet la fois prochaine. Donc c'est dans 15 jours. Et donc essayez de lire, si vous voulez, les premières pages, à moins que vous ayez déjà fait ça. Et on parlera aussi des isolats. Oh là là, ah, ça va être croustillant, ça va être praliné, amande et ganache. Merci à tous, c'était un grand plaisir. Et on se verra donc dans 15 jours. Et pour creuser le sujet, merci de vous être accrochés, c'est magnifique, c'est extrêmement inspirant pour moi. Bravo, merci beaucoup. Merci, bonne journée à ce soir pour les débats. Merci, bonne journée. Ciao, ciao.